Et donc, pour commencer, je pense que c'est assez important de définir ce qu'est un empire pour vous et comment il se constitue. Donc, je vous laisse répondre. En quoi l'Europe est-elle un empire et comment un empire finalement se constitue et se crée? Oui, alors effectivement, moi je qualifie d'empire toute, structure politique, qui règne, sur, un espace qui comprend plusieurs peuples, plusieurs cultures et qui les rassemble à la base sous le seul, empire justement de la force. C'est-à-dire la seule, c'est une force qui s'étend, qui va apprendre à dominer un certain espace et y exercer donc le pouvoir politique et toutes les prérogatives qu'on appelle d'ordre public, hein. Le mot vient de là, en latin imperium, c'est le pouvoir de commander tout simplement. Et les empires, ont tendance à durer dans le temps. Souvent, ils sont fluctuants, mais lorsque un empire dure suffisamment longtemps, il est sujet à une mécanique interne qui va, lui permettre d'homogénéiser les cultures dans l'espace qu'il, dirige. Et à la fin, ça forme ce qu'on appelle un État-nation, c'est-à-dire un État qui règne sur un espace qui est culturellement unifié. Et c'est très important parce que ce qui caractérise l'État-nation généralement, c'est qu'il a un certain nombre d'institutions qu'on va attendre voir naître de sa part, qui généralement ont tendance à aller vers le parlementarisme et la démocratie. Et si ces institutions apparaissent, c'est justement parce que l'espace est suffisamment homogène culturellement. Dans un empire, c'est pas possible justement parce que les disparités sont trop grandes. Ça peut être des disparités de langue, ça peut être des disparités de mœurs et c'est pour ça que ce sont des structures politiques plus avancées qui ne peuvent pas apparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout empire qui vieillit suffisamment dans la stabilité finit par, devenir un État-nation en fin de compte parce que le processus d'homogénéisation va au bout. Si un empire ne dure pas assez longtemps pour que cette homogénéisation culturelle se fasse, il ne deviendra jamais un État-nation. Si il s'étend continuellement, il ne deviendra pas un État-nation non plus parce que l'homogénéisation est impossible, parce qu'on rajoute des ingrédients sans arrêt. Et ce qui caractérise, l'Europe, notamment qui a beaucoup d'États-nations concentrés finalement sur un petit espace, c'est sa géographie qui a permis à des États d'être très stables dans le temps et donc d'homogénéiser chacun leur culture de leur côté, ce qui a fait apparaître donc des États-nations, mais qui avant ça étaient des structures impériales. Par exemple, la monarchie française, on va dire jusqu'à la Révolution française, était encore de type impérial. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu cet exemple de la France que vous prenez dans votre livre? En quoi, comment s'est constitué finalement ce que vous appelez l'Empire français? Moi, je n'avais pas l'impression que sous Louis XV, Louis XVI, nous étions un empire, mais vous, c'est votre thèse. Et ce qui a fait qu'on est passé d'un empire sous Louis XV, Louis XVI à une nation, si je comprends bien, au moment de la Révolution française. Voilà, tout à fait. Alors c'est un processus qui remonte, naturellement au Moyen Âge, hein, c'est-à-dire, on va dire, l'épisode où le territoire européen en général était le plus morcelé et le plus informe, où finalement il y avait pratiquement plus de frontières ou alors des frontières très locales. On a commencé à voir réapparaître le pouvoir royal à partir du 11e, 12e siècle et ce pouvoir royal, c'était essentiellement un pouvoir qui, bénéficiait en fait du fait qu'il dominait la partie la plus riche du royaume ou les routes, les plus riches, c'est-à-dire essentiellement le bassin parisien, tout ce qu'on appelle l'Île-de-France aujourd'hui, mais qui avait des capacités de projection en direction notamment de la Champagne où il y avait toutes les foires et donc, la plus grande activité économique ou bien en direction des Flandres. Et donc c'est ce noyau-là, en fait, qui a permis au pouvoir royal de s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire. Pas toujours facilement, ça a été en partie par conquête. Par exemple, par chez moi, hein, je vis à Toulouse, on a été conquis pendant les croisades contre les Cathares au, XIIIe siècle et le comté de Toulouse, qui était presque un prince indépendant par rapport au roi de France, a fini par intégrer, le domaine royal. Donc le domaine royal s'est, établi comme ça, étendu petit à petit, à ce qui sont les frontières de la France actuelle et à la veille de la Révolution française, il faut savoir que la langue française était encore parlée par, à peine un cinquième de la population. Donc il y avait des langues très diverses qui étaient parlées et qui étaient
pas intelligibles entre elles d'ailleurs, hein. Si vous preniez un breton, un alsacien et un occitan, dans la même pièce, ils ne se comprenaient pas. Ils pouvaient éventuellement parler le français s'ils faisaient plutôt partie des élites locales, parce que les élites locales, elles parlaient de français, notamment parce elles étaient confrontées, très régulièrement aux institutions françaises, aux institutions royales, et les institutions royales, leur langue officielle, c'était le français, depuis l'édit de Villers-Cotterêts sous François Ier. Mais ça s'est étendu petit à petit, de cette manière-là. Et alors, une fois que la monarchie française a tenu l'ensemble du territoire, on va dire qu'au XVe siècle, XVIe siècle, c'était déjà à peu près fait. Ce qui commence à se passer, c'est que il y a un phénomène d'intégration qui se produit des élites, on va dire inférieures, c'est-à-dire des élites, locales qu'on a d'abord dominées d'une manière quasiment coloniale et qu'on finit par intégrer politiquement parce qu'elles-mêmes déjà, elles se mettent à imiter, ce qui se fait dans le pouvoir central parce que c'est plus prestigieux, hein. Un petit peu de la même manière qu'aujourd'hui on a eu tendance à s'américaniser si vous voulez, parce qu'on regarde, en gros le maître du monde et on fait pareil parce que c'est ça qui coule. Et donc le prestige vient de là. Et inversement, donc vous avez des gens, du cru de la province qui font une ascension à l'intérieur du système administratif central et donc qui apportent en même temps leur diversité culturelle dans le système administratif central, en même temps que le système administratif central, lui, est une sorte d'exemple culturel par le haut. Et donc tout ceci se rencontre et petit à petit, au fil des siècles, c'est comme ça qu'on a une homogénéisation culturelle qui se met en place. Néanmoins, à la veille de la Ça, Révolution française. c'est un peu, pardon, c'est un peu la France de Louis XIV, ça, Oui, tout à fait, où tout les à fait. nobles montent voir le roi pour. Voilà, Justement, avant Louis XIV, on peut avoir la fronde, c'est-à-dire des nobles qui se révoltent contre le pouvoir central. Et tout le travail de Louis XIV est de faire en sorte que ces nobles, finalement, finissent par lui faire la cour, quoi, tout à par fait. s'incliner devant lui pour lui ressembler, pour avoir le droit à telle ou telle piécette, quoi. Tout à C'est un fait, peu et ça explique beaucoup de choses dans l'idée. l'histoire de France. D'ailleurs, encore, à la fin de la guerre de Cent Ans, la grande querelle qu'on appelait entre les Armagnacs et les Bourguignons, c'était déjà un petit peu ça. C'est-à-dire les Bourguignons, c'était la noblesse du nord de la France, c'est-à-dire celle qui était habituée à être dans l'entourage royal et à accompagner le roi dans la direction du royaume, alors que les Armagnacs, c'était les nobles du sud qui, eux, soutenaient l'ascension du pouvoir royal parce que ça leur permettait de monter avec. Et donc, il y a cette concurrence entre les élites déjà installées et les élites provinciales, pour ainsi dire, qui ont Mmh. réussi aussi à s'intégrer. Effectivement, sous Louis XIV, on était encore sur une étape suivante. À la veille de la Révolution, les rois de France parlaient encore de leur peuple au pluriel, ils disaient nos peuples. Et si vous regardez ce qu'on appelle la carte des traites d'Ancien Régime, qui était la carte fiscale, vous voyez que, par exemple, ici, ici à Toulouse, on était province réputée étrangère. Et vous Ah aviez oui. d'autres provinces, c'était provinces à l'instar de l'étranger effectif. Alors c'était sur un plan fiscal, mais on voyait bien dans quel ordre l'État s'était constitué finalement. Et donc cette intégration effectivement s'est faite progressivement. Et une fois que vous avez atteint un certain stade d'homogénéisation, c'est-à-dire où au moins la couche supérieure de la population des provinces et la population du centre initial de pouvoir, une fois que tous ces gens-là partagent des références et des codes communs, c'est là qu'on est en place pour entrer dans le stade suivant, qui est justement la révolution et l'apparition d'un pouvoir proprement national qui admet une identité commune. Mais qu'est-ce qui déclenche en fait cette révolution, ce passage de l'un à l'autre en fait? Alors, cette révolution, elle a trois conditions préalables. La première, je viens de la dire, c'est cette homogénéisation, donc c'est une condition de fond, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, ça prend des siècles à se mettre en place, et une fois que ce stade est atteint, la révolution peut s'enclencher. Mais pour ça, il lui faut deux circonstances conjoncturelles immédiates. C'est d'une part la perte de légitimité du pouvoir tel qu'il existe, c'est-à-dire Mmh. du vieux système qui a construit justement ce système impérial. Donc perte de légitimité du système impérial et sa ruine financière. Parce que s'il a juste perdu sa légitimité mais qu'il n'est pas ruiné, grosso modo, les gens profitent toujours du système économique, donc ils restent calmes. Si il est ruiné mais qu'il a toujours sa légitimité, la population sera prête à venir à son soutien et à faire des efforts pour le maintenir en place. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux en même temps, parce que s'il y a perte de légitimité plus ruine financière, à ce moment-là, personne ne veut plus obéir à ce pouvoir, et en plus, quand il vient demander du soutien, on lui dit non, c'est ce qui est arrivé à Louis XVI avec les États généraux. D'accord, et ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi, je crois que vous citez l'exemple de l'Allemagne.
tout à Mais c'est fait. En quelque fait, chose que l'on voit dans tous les empires, quoi. C'est voilà, pas, on le voit alors dans tous les empires qui arrivent jusqu'à ce stade-là. Tous les empires qui finissent par faire leur transition vers l'État-nation, on le voit. On l'a vu donc en Allemagne, on l'a vu arriver en, Russie, on l'a vu arriver en Italie, en Espagne, en Angleterre, en tout cas c'est facilement on le voit aussi dans des pays hors Europe, mais je me suis concentré sur l'Europe dans ce livre-là. et ceux qui arrivent pas à faire la transition, c'est dû à quoi? Alors, normalement, tous les pays qui atteignent ce stade-là arrivent à faire cette transition. S'ils ne la font pas, c'est que, ils ont été démembrés avant ça, par des luttes entre d'autres entités, de taille supérieure. Par exemple, un problème qu'ont eu, des pays comme pendant longtemps comme les Pays-Bas ou surtout comme la Belgique, c'est que c'était des espaces qui étaient, à la frontière en fait entre, comme une faille tectonique, hein, entre 2 pôles beaucoup plus puissants. En l'occurrence, tout cet espace, des Pays-Bas et de la Belgique était, pile au cœur géographiquement entre l'Angleterre, la France et la Prusse qui étaient et si on rajoute l'Autriche encore, donc c'était vraiment le cœur, donc c'est là qu'ils se tapaient tous dessus et donc cette formule n'a pas pu se faire et ce sont des États qui sont apparus très tardivement et un petit peu plus par la négociation des gros qui étaient autour que leur mouvement, à eux. Voilà, c'est pour ça qu'on observe toujours une sorte de taille standard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ceux qui font leur parcours entier sont ceux qui sont de taille suffisante pour résister aux autres et pour constituer un pôle sur leur propre aire géographique. Et du coup, ce que vous appelez l'empire, européen, il en est à quel stade, en fait? Alors, ce que j'explique dans ce schéma de la construction nationale, c'est que en général, ça prend à peu près, 5 à 600 ans à se mettre en place. C'est-à-dire depuis le début, de l'éclatement total et on va dire depuis le moment où il y avait un petit réveil d'une forme de pouvoir central, hein, ce qui était par exemple, Louis VI le Gros en France, au XIe siècle. Hem Eh bien, à partir de là, vous avez, oui, ça prend à peu près 500 ans pour que tout le mouvement d'homogénéisation se fasse et de conquête progressive de l'espace. Bon, le fait est que pour, l'Europe, c'est effectivement il y a à peu près 500 ans que ce mouvement a commencé. C'est le moment où est née justement l'idée de la possibilité d'une réunion de tous les royaumes européens en un seul État. C'était à l'époque de Charles Quint. Charles Quint qui, était le grand roi des Habsbourg, qui a été aussi roi d'Espagne. En gros, il contrôlait à peu près 2 tiers du territoire européen et il y a la France et l'Angleterre qui lui échappaient et qui lui ont échappé jusqu'à la fin, mais c'est là que le rêve est apparu et le rêve s'est maintenu. Il y a également eu des rêves européistes. En fait, chaque fois qu'il y a eu quelqu'un, qu'il y a eu un État qui a paru en mesure de s'imposer à tous les autres. Ça a été le cas à l'époque de Napoléon, ça a été le cas à l'époque d'Hitler aussi, donc c'est un rêve qui est revenu régulièrement. Mais politiquement, ça ne s'est vraiment concrétisé qu'avec, justement la création de l'Union européenne, enfin d'abord de la Communauté européenne, puis Union européenne, dans la deuxième moitié du XXe siècle et donc, ce que moi je compare ça à ce qui s'est passé pour l'Italie et l'Allemagne. L'Italie et l'Allemagne, ce qui les a caractérisés, c'est que ce sont des États qui se sont unifiés très tardivement. En gros, j'ai 2 modèles. J'ai le modèle de la 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 construction continue, on va dire, d'États-nations. C'est le cas de la France que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi des modèles tardifs qui est des espaces qui s'unifient culturellement, mais sans tout de suite avoir la construction étatique qui suit. C'est ce qui est arrivé à l'Italie et à l'Allemagne au 19e siècle, c'est-à-dire qu'ils étaient entourés d'États qui s'étaient construits, eux, la France, l'Angleterre, et donc dans ces populations qui étaient déjà très homogènes culturellement, il y a eu la volonté d'avoir leur État à eux. Et donc c'est un État qui est arrivé effectivement, qui s'est construit tardivement. Mais c'est venu de la confrontation avec l'extérieur. L'Europe, il s'est passé un petit peu ça. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, tout d'un coup, l'Europe n'était plus le centre du monde déjà. Les puissances européennes, séparément, ne se partageaient plus le monde. Elles étaient, elles, mises dans une espèce de petit sac et entourées par des gros géants, et en particulier les États-Unis et l'URSS. Et donc c'est à partir de ce moment-là que on est passé d'une vision où les États-nations se regardaient en s'estimant très différents les uns des autres, de la prise de conscience de l'altérité réelle qui était le communisme soviétique ou le grand capitalisme anglo-saxon auquel l'Europe s'est jamais véritablement identifiée. Et donc c'est à partir de là que on est entré dans cette phase finale qui en gros a été celle qu'a connue l'Allemagne à partir de la fin du 19e siècle ou l'Italie. C'est-à-dire que c'est l'unité qui est faite, justement, qui est encore un peu impériale parce qu'on n'a pas des institutions
qui répondent aux standards de ce que sont normalement les institutions parlementaires post-révolutionnaires. Donc on est à Mmh. la veille de ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale. Le mouvement de révolution nationale, c'est ce mécanisme-là, justement, dont on vient de parler, qui se déclenche une fois ces 3 conditions d'homogénéisation, ruine et délégitimation du pouvoir, c'est à ce moment-là qu'elle se met en place. Ça dure une quarantaine d'années, hein. En France, c'était entre 1789 et 1830. En Angleterre, c'était entre 1640 et 1688, qui fait une mutation vers on va dire le la constatation finale de l'identité nationale dans des frontières qui sont reconnues et qui deviennent la référence de la représentation collective, en fait, et intouchable. C'est par exemple la France, une fois que Napoléon est passé. Sous Napoléon, on pouvait encore croire qu'annexer des départements et dire: «Ça aussi, c'est la France», en Italie du Nord et cetera, c'était faisable. Une fois que ça s'est terminé, la France a une identité territoriale qui est bien ancrée, et à part, des petits ajouts du genre, Nice ou la Savoie, il y a plus de véritable volonté d'aller annexer du territoire à l'extérieur, sauf de récupérer l'Alsace-Lorraine qu'on nous avait pris parce que justement c'était très ancré dans la représentation commune. Mmh. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être y revenir dans le détail sur les institutions européennes elles-mêmes. Aujourd'hui, on est dans cette phase immédiatement pré-révolutionnaire, l'équivalent de la fin de la monarchie absolue, en gros, dans la France des années 1780. Mais on est encore dans l'idée en Europe qu'on peut s'étendre. C'est-à-dire que on entend tout le temps la Commission ou les chefs d'État nous dire on va prendre tel nouveau pays. Bon, là, actuellement, la mode, c'est l'Ukraine, mais on nous parlait de la Turquie il y a 5 ou 10 ans, parce que c'était juste avant Sarkozy. On nous parle régulièrement de prendre encore des nouveaux pays. Donc, on n'a pas encore fait cet arrêt d'évolution de nos frontières. Ah non, justement, l'arrêt de l'évolution, normalement, il vient après la révolution. C'est une fois constaté, parce que D'accord. la révolution, en général, elle est justement associée à une espèce de délire expansionniste où on cherche à s'étendre au maximum. Je disais, Napoléon, c'est ce qui est arrivé justement, c'est le produit de la Révolution française. On essaie de s'étendre à fond. Tout le monde autour nous dit: «Non, non, vous, votre espace, c'est ça», et du coup, on en reste là après. Pareil pour l'Allemagne, d'Hitler, hein. Il y a cette espèce de volonté impériale, qui est ensuite brisée dans l'œuf, et depuis, l'Allemagne n'a plus de volonté de s'étendre. Et donc je pense que ce sera aussi le cas de l'Union européenne, que la crise qui vient, en fait, mettra fin, en même temps qu'elle viendra, justement, consacrer, on va dire, cette espèce de nation européenne qui est en gestation. Elle mettra fin à ces velléités, d'expansion, justement parce que, en fait, c'est dans ce mouvement-là qu'on trouve ces frontières, tout simplement, ces frontières définitives. Mais Et il n'est pas rare que, justement, la crise immédiate qui entraîne la perte de légitimité et donc qui provoque la révolution soit due à, la volonté de s'étendre justement un petit peu trop loin. Ce qui était le cas de l'Allemagne, en 1914, et probablement de l'Union européenne en Ukraine aujourd'hui. d'accord. Mais alors 2 choses. La première, la question qui vient forcément à l'esprit de tout le monde, c'est: mais qui est l'empereur? Parce que c'est probablement plus Charles Quint maintenant, et donc qui est l'empereur dans cet empire, quoi? Est-ce qu'on a un empereur, comme on a pu l'avoir sur d'autres, Alors, comme a pu être le roi de France? oui, alors c'est là-dessus qu'il faut faire un petit effort intellectuel pour raisonner en termes d'institutions. C'est que, en fait, et j'essaie je le fais un petit peu dans le livre, de manière assez brève, mais en comparant les institutions européennes actuelles avec ce qu'étaient les institutions justement, de l'Italie à la fin du 19e siècle, du Royaume d'Italie, ou de l'Empire d'Allemagne de l'Empire allemand, pardon, à la fin du 19e siècle, à la même époque. En fait, structurellement, dans l'ordre, politique, européen aujourd'hui, l'équivalent de l'empereur, c'est le Conseil européen. C'est-à-dire l'assemblée des chefs d'État, alors on dit «et de gouvernement», parce que le problème, c'est qu'en réalité, c'est l'assemblée des exécutifs nationaux. C'est ça Mmh. l'équivalent du Kaiser, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est cet organe-là, dans l'organigramme européen, qui a les attributions qui étaient celles de l'empereur, ou qui étaient celles, du roi de France. C'est-à-dire de, nommer le gouvernement, de prendre l'essentiel des décisions politiques,
d'avoir à titre principal l'initiative des lois, hein, puisque c'est la présidente de la commission, c'est la commission qui a l'initiative des lois. En France, en Europe, le Parlement n'a pas l'initiative des lois, hein, ce qui est en gros l'état démocratique de la France avant la Restauration encore, hein, donc c'est très très, Mmh. c'est pas du tout démocratique. L'existence d'un Parlement européen n'est pas un signe de démocratie en soi. Donc l'équivalent de l'empereur, en fait, c'est ce gouvernement-là, parce qu'il faut bien se rendre compte que à l'échelle européenne, en réalité, la plupart des pays qui trouvent une forme de représentation dans les institutions européennes, trouvent cette représentation à travers les membres de leur gouvernement. Et donc ça veut dire qu'à l'échelle européenne, dans les institutions européennes, la réalité, c'est que c'est le pouvoir exécutif qui est hégémonique, Mmh. puisque ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont l'essentiel du pouvoir, qui décident où mettre la commission, et même à l'intérieur et donc cette commission qui est désignée par des pouvoirs exécutifs, elle-même est un pouvoir exécutif dominant à l'intérieur des institutions européennes. Et le fait d'avoir un pouvoir exécutif comme ça, hégémonique, et un pouvoir législatif complètement castré en face, c'est typique des régimes qui sont encore impériaux, justement. Et alors le deuxième point, c'est pour reprendre l'exemple de Louis XIV, donc heu, on a quelque chose de central, un état, c'est plus, la constitution de la France que finalement Louis XIV, mais on a quelque chose de central qui attire les gens. Donc vous, dans votre exemple, ça serait plutôt l'Allemagne, quoi, qui serait, heu, Voilà. l'Île-de-France de l'Europe, quoi, Voilà, c'est ça. l'endroit Alors où l'Allemagne, en réalité, plus largement, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, puisque c'est là que le pouvoir économique se concentre, et plus largement tout ce que j'appelle cet espace rhénan, où d'ailleurs les institutions européennes sont concentrées, et qui, ce n'est pas un hasard, était d'ailleurs la zone d'origine de Charles Quint, hein. Il venait là, c'est la vieille Bourgogne ou la vieille Lotharingie. C'est cet espace, en gros, qui est donc entre la Manche et la Bavière, hein. Ça fait une espèce de triangle, c'est tout l'espace des 2 côtés, on va dire 200 kilomètres de chaque côté du Rhin, où on trouve la Belgique, les Pays-Bas et effectivement toute l'Allemagne de l'Ouest, et qui correspond également à ce qu'on appelle la mégalopole européenne, c'est-à-dire cet endroit qui est le plus urbanisé de toute l'Europe, et par rapport auquel, en fait, tout le reste de l'Europe est un petit peu une périphérie, y compris l'ancienne Allemagne de l'Est, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cet ensemble rhénan, c'est l'Allemagne elle-même qui a le poids le plus décisif, et donc c'est effectivement, grosso modo, l'Allemagne dont cet espace rhénan est une extension. D'ailleurs, la présidente actuelle de l'Union européenne de la Commission européenne, pardon, est une Allemande, Madame von der Leyen. Cependant que le président de l'Union européenne est un Belge, monsieur Michel. mmh. Oui, ce qui expliquerait que nos élites, se tournent tout le temps vers l'Allemagne ou essayent absolument de nous mettre dans un schéma allemand, enfin un mode de fonctionnement allemand, Oui, un un peu moule comme allemand, oui. les élites, voilà, un peu comme les élites dont vous parliez tout à l'heure, voulaient absolument ressembler au roi de France ou à la cour du roi de France parce que Voilà. c'était l'exemple dominant. Voilà, nos élites se comportent typiquement comme des provinciaux qui veulent en être, et donc qui font comme s'ils en étaient déjà, et même qui surjouent l'appartenance pour essayer d'être reconnus comme des membres de la cour, finalement. D'accord.